Salut, c'est Rose. Vous écoutez Poule Sentimentale, le podcast qui parle de nous, les animaux. Je pourrais arrêter la viande, mais le fromage, j'en serais incapable. Je ne pourrais jamais être végane parce que j'aime trop le fromage. Vous avez déjà entendu ou prononcé ces paroles vous-même ? C'était mon cas avant de devenir végane il y a une dizaine d'années. Je pensais ne jamais survivre sans fromage de chèvre 5 ans d'âge, camembert au lait cru et comté au goût fruité des Alpes. Et puis en fait, c'était pas si compliqué. Je crois que mon envie de ne plus cautionner un système qui exploite les animaux d'élevage était bien plus forte que mon seul plaisir gustatif. Aujourd'hui, des personnes engagées réussissent à créer des fromages végétaux plus que convaincants. Je peux enfin être végane et consommer des aliments éthiques, tout en étant ancrée dans une culture qui me rappelle mon enfance. Alice, que je reçois dans cet épisode, est justement une de ces personnes. Elle a cofondé New Roots, une entreprise suisse qui fabrique des fromages incroyables. Elle va nous dévoiler son parcours, l'histoire de la création de New Roots et son engagement auprès des agriculteuristes suisses. Alors ouvrez grand vos oreilles et vos cœurs. C'est parti! Bonjour Alice. Bonjour. Alice, vous êtes la cofondatrice de New Roots et vous fabriquez des fromages suisses et des fromages végétaux, bien sûr, c'est-à-dire sans personne dedans. Amis auditorices, vous connaissez peut-être déjà la délicieuse raclette New Roots ou encore la fondue, mais vous faites aussi des fromages frais, etc., etc. Nous allons en parler. Alors, en quelques mots, est-ce que vous pourriez nous décrire qu'est-ce que c'est cette gamme de fromages ? Alors, le concept New Roots, c'est de faire des fromages artisanaux et traditionnels, mais à base de lait végétal au lieu de lait animal. Donc, il y a beaucoup de fromages véganes sur le marché qui utilisent des additifs et des huiles. Et nous, vraiment, ce qui est important pour nous, c'est que la différence en goût et en texture de nos différents produits viennent de techniques d'affinage et de fermentation différentes. Et donc, pas d'additifs, pas d'exhausteur de goût ou quoi que ce soit. Alors, on reviendra sur tout ça un peu plus précisément, mais avant, j'aimerais bien que vous nous expliquiez un petit peu votre parcours, d'où vous venez, vos études, tout ça. Alors moi, j'ai fait un master de sociologie à Paris, donc rien ne me prédestinait au fromage végétal. Et je viens vraiment plus d'un intérêt personnel vers la justice sociale du côté humain. Donc vraiment les luttes sociales humaines. Et j'ai beaucoup dit au fil de ma vie que je détestais les véganes. Et j'étais vraiment de l'idée, de l'opinion qu'on ne devait pas se concerner des animaux tant qu'on n'avait pas adressé tous les problèmes chez les humains. Donc c'était vraiment mon credo. J'étais presque fâchée contre les végétariens et les véganes. Je trouvais que c'était une perte de temps. Mon cheminement personnel a fait que j'ai déménagé en Suisse, que j'étais en couple avec la personne qui est maintenant mon cofondateur, qui lui était végétarien de naissance. Ah oui. Donc j'ai commencé à être un petit peu, entre guillemets, sensibilisée parce que je vivais avec lui, avec sa famille, donc qui était végétarien. Et je ne me souviens plus comment, mais je suis tombée sur un article en ligne un jour, donc pas longtemps après avoir déménagé en Suisse, qui disait que si on exclut tout un groupe de la communauté morale de qui on décide est digne de respect et de liberté, on ne comprend pas la justice. Et pour moi, c'était vraiment une révélation. Donc c'était vraiment un article sur le droit des animaux, mais qui parlait entièrement de l'intersection des luttes et qui disait, si vous pensez antiraciste ou que vous pensez féministe ou quoi que ce soit, mais que vous décidez consciemment que les animaux ne méritent pas votre respect, vous ne comprenez pas la définition de la justice. Et moi, c'était vraiment, c'était une révélation totale pour moi. Comme je ne suis pas du tout quelqu'un qui est grandi en me disant ami des animaux, comme beaucoup de véganes, en fait, j'ai eu, comme beaucoup d'enfants, un chien, des cochons d'Inde, que j'aimais évidemment, mais je ne ressentais pas cette affinité particulière envers les animaux. Donc, je n'ai pas grandi, en fait, avec ce background de beaucoup de véganes, j'ai toujours aimé les animaux. Et quand j'ai eu 18 ans, j'ai décidé d'arrêter de manger de la viande. Ce n'était pas du tout ça. Moi, c'était vraiment justice sociale, respecter le droit des uns des autres. Et en lisant cet article, j'ai compris que les autres espèces étaient des individus et que ce n'était pas à moi de décider
qui était un individu et qui n'était pas un individu. Et alors, dans ces personnes pour qui vous êtes engagée, avant de lire cet article, qu'est-ce que vous faisiez ? Alors, je faisais notamment des maraudes. Je vivais à Paris, j'ai fait mon master à Paris. Donc, notamment des maraudes, d'ailleurs, avec Body Vegan, donc Ah oui. le restaurant vegan vietnamien qui faisait des maraudes. Je ne sais pas s'ils le font toujours, mais qui faisait des maraudes donc vegan à l'époque. Donc, c'était un peu une coïncidence. Ah oui, donc vous distribuiez, parce qu'une maraude, c'est ça, c'est de distribuer des repas aux personnes sans abri, par exemple. Exactement. Et vous faisiez avec un restaurant qui était vegan déjà, sans vous-même adhérer à ça. Oui, parce que je connaissais une personne en fait qui travaillait pour ce restaurant, donc ça s'est fait comme ça. Et j'ai fait donc des études de sociologie, et à travers ça, j'avais une relation avec des associations pour le droit aux migrants. Et j'ai aussi fait beaucoup de travail au cours de ma vie avec les personnes incarcérées. Donc voilà, sur plein de plans, et je me considère féministe et antiraciste, et voilà, pour le droit des LGBTQ+, et tout ça. Donc voilà, sur à la fois le plan personnel et le plan entre guillemets professionnel, voilà, la justice sociale et le droit des humains, c'était très important pour moi. C'était ça votre moteur, vraiment. D'accord. Et alors, pourquoi est-ce que vous aviez cette grosse appréhension par rapport aux véganes, végétariens ? Parce qu'on pourrait aussi, enfin, vous auriez pu aussi vous dire, bah, ils font ce qu'ils veulent, peu importe, c'est juste, voilà. Qu'est-ce qui coinçait en fait en vous ? Je sais pas. Vraiment, même maintenant, en regardant en arrière, avec mon cerveau de végane, je sais pas, je pense que c'est sûrement les mêmes réactions auxquelles on fait face maintenant quand on parle aux personnes qui ne sont pas véganes en tant que véganes. Donc je pense qu'il y avait toutes les mêmes raisons, en fait. Là, j'imagine la culpabilité, j'imagine le poids des traditions et de la culture dont je vais parler à travers New Roots. Je pense toutes ces raisons-là, mais c'était vraiment, moi, cette idée, vraiment, foncièrement, que les animaux étaient inférieurs. Et donc, pourquoi perdre du temps à défendre leurs droits ou même à parler de leurs droits tant qu'on a tant d'inégalités au sein de notre propre espèce. Pour moi, c'était vraiment une idée de supériorité et d'infériorité que je trouve très, très intéressante maintenant, en sachant que toute ma réflexion, c'était il ne devrait jamais y avoir de rapport d'infériorité et de supériorité au sein de l'espèce humaine. Mais voilà, pour moi, les limites étaient vraiment autour de l'espèce humaine. D'accord, donc vraiment des limites complètement subjectives que nous sommes fixées parce que nous faisons groupe dans l'espèce humaine, et voilà, et ça nous arrange bien. Parce qu'on a fait notre propre pyramide et on s'est mis tout en haut. C'est ça. Et puis on s'est dit, c'est complètement objectif, c'est scientifique. Exactement. La chaîne alimentaire, tout ça. Donc, vous rencontrez votre compagnon qui est végétarien de naissance, c'est ça ? Mm-hmm. Est-ce que c'est aussi parce que vous aviez un petit peu cette sensibilisation grâce à lui que vous avez pu lire cet article ouvertement, enfin de façon ouverte ? Clairement. Donc vivre avec lui, on était très jeunes quand on s'est rencontrés, donc on vivait avec sa famille au début, donc vivre avec lui et sa famille, déjà ça m'a sensibilisée. Et par ailleurs, j'ai rencontré des amis qui sont toujours mes amis aujourd'hui et qui sont maintenant véganes, mais quand je les ai rencontrés, ils sont anglophones, ils se disaient ethical vegetarian, donc pour eux c'était être végétarien pour le droit des animaux. Donc en fait, je commençais à avoir des gens autour de moi, personne n'était végane, mais qui commençaient à me sensibiliser de manière un peu plus personnelle vers le droit des animaux à travers un mode de vie et notamment un mode alimentaire différent. Donc je pense que clairement, ça a commencé à m'ouvrir l'esprit à ce niveau-là. Et donc, vous avez lu cet article et ensuite ? Et ensuite, j'ai dit donc à Freddy, qui était donc mon compagnon et qui est donc mon cofondateur, comme je disais, je lui ai dit, il faut qu'on soit vegan tout de suite. Moi, c'est ma personnalité. Je lui ai dit, il faut qu'on soit vegan tout de suite. Et lui, m'a un petit peu résisté en disant, en gros, être végétarien, c'est assez, tout ça. Mais voilà, ma personnalité, moi, c'est vraiment clairement d'être très insistante. Donc, j'ai pas lâché l'affaire. En gros, mais tout s'est passé en l'espace d'une soirée. Je lui ai dit, non, il faut que tu lises cet article et il faut qu'on devienne vegan. Et moi, voilà, littéralement, du jour au lendemain, je suis devenue végane et lui, ça lui a pris quelques jours. Et donc, on vivait, comme je disais, chez ses parents qui, eux, sont maintenant véganes, mais ne sont pas devenus véganes tout de suite. Donc, il y a eu un tout petit peu de tension à ce niveau-là. Mais pour nous, l'histoire que je raconte quand je parle de New Roots, qui est une histoire complètement vraie, c'est que le fromage, c'était vraiment, vraiment très difficile à arrêter. Vraiment, enfin, moi, j'en ai jamais plus remangé depuis ce jour-là. Mais je me réveillais au milieu de la nuit, vraiment avec ce besoin de manger du fromage. Et donc, les parents de Freddy avaient du fromage dans le frigo et je me rappelle fantasmer sur ce fromage. Et maintenant, on sait avec la caséine et tout ça qu'il y a des vraies raisons pourquoi les gens ont l'impression d'avoir besoin de fromage pour vivre. On sait que c'est quand même un peu addictif. Mais c'était vraiment difficile pour nous, pour tous les deux.
d'arrêter le fromage. C'est-à-dire que la caséine est contenue dans le fromage animal et elle est comme une addiction, enfin elle est comme, je sais pas moi, de la nicotine ou quelque chose comme ça, ou pas à ce point-là? Je ne suis absolument pas scientifique, donc Ok. s'il y a des scientifiques qui écoutent, n'hésitez pas à envoyer un message. Mais je sais que la caséine, je crois que c'est la caséine, j'espère vraiment ne pas me tromper, ça a été presque comparé à la morphine, alors je pense à très bas niveau, mais en fait c'est la substance qui fait que tous les mammifères, donc dans ce cas-là les veaux, aient envie d'y revenir. Donc il y a aussi cette substance-là dans le lait maternel humain. Sauf que, évidemment, voilà, une fois qu'on arrête de boire le lait de notre maman, l'effet addictif s'en va. Mais quand on continue à consommer du fromage qui est du lait extrêmement compressé, en gros, et qui est fait donc pour un mammifère, un animal qui est beaucoup plus gros que nous, les êtres humains, ben en fait, on consomme cette substance à très haute dose tout au long de notre vie. Et c'est une vraie substance qui a vraiment des qualités très, très addictives. Ok, donc avant de parler de ça, des fromages justement, du fait que vous vous réveillez la nuit, etc., je voudrais juste qu'on reste sur votre rapport aux autres animaux. Est-ce que quelque chose a changé quand vous avez, donc ce fameux jour où vous avez lu cet article, vous avez pris conscience au niveau de la justice sociale, finalement, de la justice globalement, mais en fait c'est une justice sociale, c'est une lutte sociale en fait, l'antispécisme. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé en vous? Puisque vous m'avez dit, voilà, je connaissais un chien, je connaissais un hamster, etc. Mais il n'y avait pas plus d'affinité que ça. Est-ce que quelque chose a changé? Alors, je pense que de manière immédiate, ce qui a changé, c'est que philosophiquement, j'ai vraiment commencé à penser aux animaux comme mes égaux. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui s'est fait quand même très rapidement, mentalement, en me disant cette hiérarchie est arbitraire et je n'y crois plus. Et après, je me rends compte maintenant, au fil des années, que je me sens beaucoup plus proche des animaux. Alors, c'est des exemples tout bêtes, mais je m'arrêtais jamais dans la rue pour caresser un chat ou un chien. Euh, je regardais pas forcément les canards. Je ressentais aucune, j'ai envie de dire, presque connivence avec les animaux. Et d'année en année, je me sens beaucoup plus proche des animaux. Je me sens plus attirée, entre guillemets, envers les animaux et j'ai envie d'interagir avec les animaux s'ils ont envie d'interagir avec moi, évidemment. Donc ça, je pense que ça a changé aussi. Après, il y a évidemment des choses beaucoup moins agréables qui sont que... Donc, on vit toujours, mais on vit séparément en Suisse. Et il y a beaucoup de fermes. En Suisse, on vit quand même dans une petite ville, mais quand même dans la campagne. Il y a beaucoup de fermes laitières autour de nous. Et on allait très souvent en montagne ou en colline faire de la marche ou du vélo, peu importe. Et on voyait ces fermes et c'est vrai qu'on n'y faisait pas vraiment attention. Et une fois qu'on est devenu vegan, on s'est approché et voilà, on a vu toute cette réalité de petits veaux qui sont dans des bacs en plastique. Donc ça, c'est la partie, pour moi, j'ai envie de dire traumatisante vraiment d'être vegan, qui est de voir cette réalité de l'exploitation animale, de l'oppression animale et de vivre dans un endroit où je la vois tout le temps, ce qui, je pense, est juste, dans le sens où je pense que c'est juste que les humains se rendent compte que cette réalité est omniprésente. Mais ça a été vraiment très, très dur. Au niveau philosophique, au niveau psychologique, de voir cette souffrance. Et pareil, je passe énormément de temps en montagne, je fais beaucoup de courses en montagne. Et très, très, très souvent, j'ai envie de dire presque à chaque fois que j'y vais, je vois soit des vaches, soit des veaux, soit les deux, donc jamais ensemble, évidemment. Les énormes cloches, je ne sais pas comment ça s'appelle, les anneaux qu'on met dans le nez des bébés pour qu'ils ne puissent pas téter le lait de leur mère. Donc non seulement ils ne peuvent pas téter, mais en plus ils s'approchent de leur mère pour téter parce qu'évidemment, à la fois ils ont faim et c'est un réflexe. Et donc ces anneaux donc, qui ont des gros piquent les mères et donc les mères ont une réaction très agressive envers leur propre bébé. Donc il y a déjà le fait que les bébés ne puissent pas boire le lait puisqu'on le destine aux humains, mais en plus le fait que ces relations mère-bébé, quand ils ont la chance d'être ensemble, sont traumatisantes pour la mère et le bébé parce que ça crée vraiment des conflits et je pense des énormes blessures émotionnelles. Donc ça, c'est vraiment aussi un énorme changement après être devenu végane. C'est ce dont on a tendance à pas parler en tant que végane, c'est-à-dire que on a envie de dire aux gens pour qu'ils deviennent véganes, non, c'est super, faut essayer. Et évidemment, c'est vrai, je veux que le monde soit végane. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est à quel point c'est difficile aussi. Alors, dans des grandes villes, peut-être qu'on voit moins cette réalité, même si en supermarché, on voit évidemment des morceaux de corps d'animaux tout le temps. Mais c'est vrai que voir des animaux vivants qui vivent sous cette exploitation, au jour le jour, c'est quelque chose c'est un fardeau qui est très, très lourd à porter. Oui, ça a accru votre sensibilité vraiment.
Et c'est vrai que vous avez raison, on n'en parle peut-être pas assez. Et c'est une chose à laquelle il faut être préparé. Peut-être il faut se préparer plus. Parce que finalement, en fait, les images, les vidéos, les choses comme ça, on peut se dire: «Oh non, non, je vais pas regarder». Mais effectivement, si on vit en milieu rural, ben, on a accès à des petites tortures comme ça que vous venez de décrire qui sont méconnues. Donc, je reviens au fromage qui vous réveillait la nuit, qui vous appelait dans le frigo. Alors, comment vous avez fait du coup pour résister à ça? Alors, résister, on a juste résisté parce que je pense qu'on s'est rendu compte que de toute façon, c'était plus important que nos besoins et que ça allait passer. En effet, c'est passé. Et on y a aussi pallié en commençant à faire du fromage végétal. Donc, on avait déménagé entre-temps, on avait notre propre petit chalet et on avait une cave par chance. En fait, voilà, les circonstances ont fait qu'on s'est mis à faire du fromage végétal. Moi, j'avais un travail à plein temps et mon partenaire était sportif de haut niveau, mais il s'est blessé très gravement. Il avait à peu près 1 an sans pouvoir pratiquer son sport du tout. Et c'est quelqu'un qui a vraiment besoin d'un projet, Freddy. On aimait tous les 2 vraiment beaucoup cuisiner. On aimait aussi travailler avec la fermentation, faire du kombucha et tout ça. Et je lui avais dit: «Ah, ça serait bien un jour de faire du fromage végétal» pour nous, hein, on n'avait pas du tout le projet de démarrer une entreprise, surtout pas ensemble. Et voilà, dès qu'il s'est retrouvé avec beaucoup de temps entre ses mains et aussi beaucoup d'énergie, voilà, à vouloir faire quelque chose, je lui ai dit: «Bah, pourquoi ne pas commencer à faire des tests?» Donc dès qu'il a pu se lever, il était alité pendant plusieurs mois, mais dès qu'il a pu se lever, il a commencé à, enfin, on a commencé, mais donc il avait plus de temps que moi, à faire des laits végétaux, donc à essayer des différentes, graines, différentes noix et avec ces différents laits végétaux, à faire des tests, de fermentation entre guillemets, normale qu'on peut faire à la maison jusqu'à ce que qu'on se rende compte qu'en fait, c'était beaucoup plus facile avec des cultures de fromage. Donc lui qui est quelqu'un de très sociable, en plus c'est vraiment un enfant du pays, on est vraiment au fond de la Suisse allemande. Il est allé littéralement toquer chez des fromagers, il leur a dit, «On veut faire on est des véganes, on veut faire du fromage végétal. Est-ce que vous pouvez nous aider?» Donc il s'est fait claquer la porte au nez plusieurs fois, mais il y a 2-3 personnes qui lui ont dit: «Oui, donc ce qui est très important, c'est que ton lait végétal ait les mêmes propriétés pour que la culture puisse réagir. C'est important que d'avoir telle atmosphère, par exemple, pour l'affinage». Et donc, on a commencé à faire des tests comme ça dans la cave de notre chalet et voilà, tout faire dans notre cuisine et c'était vraiment mais complètement pour nous. Encore une fois, donc Freddy, son but, c'était vraiment de retourner, à son sport professionnellement et moi, j'avais un travail, j'étais très heureuse dans mon travail et en fait, nos amis goûtaient nos tests, ils nous disaient: «Non mais vraiment, ce produit est exceptionnel» et donc nos amis commençaient à devenir véganes parce que c'est toujours un peu la même chose, ça fait effet boule de neige. Ceux qui étaient végétariens disaient: «Ah mais moi, si je pouvais acheter ce fromage, je serais végane» et donc Freddy, qui avait toujours beaucoup de temps entre ses mains, a commencé à vendre nos petits, 1ers fromages sur le marché, bio local tous les samedis, donc dans notre petite ville de Thun en Suisse. Et là, pareil, moi, j'étais complètement captivée par le fait que les réactions étaient vraiment à 99% positives. Et donc, c'est un marché où il y avait beaucoup d'étals différentes. Même les fromagers venaient goûter et disaient: «Ah, mais c'est vraiment très intéressant». Alors, je me rends compte maintenant, ça fait 12 ans que je vis en Suisse allemande, je me rends compte qu'une part de ça, c'est que les Suisses allemands n'aiment pas du tout le conflit Ah oui, et parce qui que sont très vraiment gentils. Mais alors, moi, en tant que Française, je me disais: «Mais on va se faire brûler notre stand». Et en fait, pas du tout. Vraiment, la plupart des gens étaient vraiment super ouverts d'esprit, vraiment curieux. Et donc là, voilà, on a commencé à se dire, bon, il y a peut-être quelque chose à faire. Le magasin bio local a entendu parler de nos petits fromages et nous a dit, on aimerait vendre voilà, toutes les semaines un petit lot de fromage. Donc on a commencé à faire quelques fromages pour nous. Donc ça, c'était vraiment dans notre cuisine. Pas oui, de règles d'hygiène ouais. ni rien. Et ça, voilà, ça a fait effet boule de neige. D'autres magasins bio nous ont demandé s'ils pouvaient aussi vendre nos fromages. Et donc là, on s'est dit, bon, il y a vraiment une opportunité qui veut vraiment dire changer complètement nos vies. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et là, on s'est dit qu'on allait prendre la décision ensemble. Donc moi, ça voulait dire évidemment démissionner de mon travail et tout ça. On s'est dit, on va prendre la décision en allant rendre visite à une des fermes de noix de cajou, donc avec laquelle on ne travaille plus maintenant parce qu'on a besoin de beaucoup plus grande quantité en Indonésie. Et on va voir comment les noix de cajou sont produites. Est-ce que c'est durable en gros? À la fois au niveau écologique, mais aussi voilà, au niveau, j'ai envie de dire, financier pour nous, de pouvoir vraiment investir dans ce genre d'entreprise. Et donc on est allé en Indonésie ensemble. On a vu comment les noix de cajou pouvaient être produites parce qu'il y a évidemment des gros problèmes éthiques dans la production de noix de cajou, mais
en sélectionnant des fermes biologiques et éventuellement commerce équitable, on peut vraiment éviter tous ces problèmes éthiques et voir que c'est une noix qui est très respectueuse de la planète, qui demande très peu d'eau, qui demande très peu de soins et qui nous vient donc en bateau. Et donc là, on s'est dit, OK, ça peut être éventuellement un projet qui marche. Et à partir de là, on a trouvé une toute petite cuisine professionnelle qu'on a louée. Et on a commencé à fournir les magasins bio d'abord du coin et après les magasins bio de Suisse avant de déménager encore une fois de locaux de production et là de commencer à vendre en grande surface. Waouh, incroyable ce parcours. Vous pouvez nous faire un petit point sur les noix de cajou parce que vous parlez des noix de cajou, vous avez trouvé un peu un filon éthique, mais je pense que pas tout le monde est au courant de ce qui se passe avec les noix de cajou. Alors, le problème majeur avec les noix de cajou, c'est au niveau de l'ouverture des noix. Quand c'est fait manuellement, il faut chauffer les noix à très haute température et au niveau de l'ouverture, il y a une substance toxique qui sort des noix de cajou, qui brûle les doigts des personnes qui les ouvrent, qui sont en général des femmes très pauvres. Et donc, la majorité des noix de cajou du monde sont ouvertes comme ça parce que c'est moins cher. Nous, on ne travaille, et je sais que beaucoup d'autres entreprises de fromage vegan aussi font attention, travaillent avec des fermes qui ont automatisé complètement ce processus, qui ont automatisé tout ce qui est à partir de la récolte, en fait, jusqu'à avoir la noix, donc extraite, la noix qu'on utilise, qui ont complètement automatisé ce processus. Nous, ce qui est très important pour nous aussi, c'est qu'il n'y ait pas d'animaux qui soient utilisés sur les fermes de noix de cajou. Donc, en fait, maintenant, ça a changé. On ne travaille plus avec cette ferme en Indonésie. C'était vraiment le tout début. On travaille avec une ferme au Burkina Faso et on travaille avec une entreprise suisse qui va faire des contrôles mensuels très stricts, donc à la fois des salaires, des conditions de travail, du fait qu'il n'y ait pas d'animaux utilisés sur les fermes. Pourquoi il y aurait des animaux utilisés sur les fermes ? Éventuellement pour des ânes, par exemple, ou des singes. Ça arrive pour la noix de cajou, pour plein d'autres. Pour aller récolter, pour transporter les récoltes. On a, entre guillemets, donné cette partie du travail à cette entreprise suisse qui s'appelle Gebana, parce que nous, sinon, il faudrait qu'on emploie des gens pour aller faire des contrôles réguliers sur les fermes. Mais pour nous, c'est vraiment très important que ces contrôles soient faits au niveau droit humain et au niveau droit animal. Mais la noix de cajou, c'est un produit qui divise énormément. Et après, un autre non-problème de la noix de cajou, c'est qu'elle vient de loin. Donc ça, c'est quelque chose qu'on entend tout le temps, de personnes qui mangent du chocolat et qui boivent du café. Mais on attend toujours le fromage vegan au tournant. Donc on nous dit, il y a du lait, les vaches font du lait. Pourquoi aller chercher des produits qui viennent du bout du monde ? Alors, sans même rentrer dans la question éthique du fait que le lait de vache n'est pas pour nous, de toute façon, les noix de cajou arrivent, alors pas tout le temps, mais pour nous, et très souvent par bateau. Pour nous, c'est une fois par an. Et voilà, on a fait un calcul, un organisme indépendant a fait un calcul et ça revient à peu près à 5% de l'empreinte totale de nos produits, c'est le transport. Donc c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Si on utilisait par exemple des amandes qui viennent d'Italie, ce qui paraît beaucoup plus local et beaucoup plus durable, les amandes demandent tellement d'eau qu'en fait l'empreinte est beaucoup plus haute que les noix de cajou. Donc quand on parle de local, c'est pas noir et blanc, c'est pas simplement local bien, pas local pas bien. Donc voilà, c'est aussi nous, et je sais d'autres entreprises de fromage végétal, aussi éduquer les gens à accepter qu'on vit, heureusement ou malheureusement, dans un monde qui est très globalisé et que c'est pas possible de manger, personne ne mange complètement local ou très peu de gens mangent complètement local. Et la noix de cajou, c'est une matière première qui est vraiment très efficace pour faire du fromage. On n'a aucun déchet, on mixe les noix de cajou bio avec de l'eau, ça nous donne un lait. Et ça, encore une fois, c'est très rare. Encore une fois, avec des produits qui sont vus comme durables, comme le soja ou les amandes, il y a énormément de déchets, énormément de fibres, en fait, qu'on ne peut pas utiliser. On est en train de gentiment faire une transition des noix de cajou vers les graines de lupin dont je peux parler. Mais les noix de cajou, c'est quand même un ingrédient, si elles sont sourcées éthiquement, qui est très efficace pour faire du fromage végétal. Et oui, et puis il me semble qu'en fait, l'argument de manger local est plus ou moins pertinent si on parle d'écologie, je parle, parce qu'en fait, manger des produits carnés est toujours plus polluant que de manger locaux et toujours plus polluant que de manger des produits végétaux qui viennent d'ailleurs, on est d'accord ? On est d'accord. Alors moi, en général, je refuse d'avoir cette conversation parce que je refuse de voir les animaux comme une source de nourriture. On est d'accord. Donc, quand les non-véganes essayent d'avoir cette conversation avec moi, je leur dis, tu as tort, mais peu importe, parce que les animaux ne sont pas des aliments. Mais oui, on est d'accord, évidemment.
C'est vrai que cet argument ignore aussi le fait qu'on importe énormément de nourriture pour nourrir les animaux, entre guillemets, locaux, c'est-à-dire que voilà, la forêt amazonienne, le soja, tout ça, on reproche aux véganes de manger du soja, mais le soja, évidemment, va aux animaux d'élevage. Le soja de la forêt amazonienne, en tout cas, nous, on mange du soja exactement. local. Nous, on mange du soja local et bio, mais soi-disant, le problème, c'est les véganes. Mais ouais, du coup, j'essaye en général, de pas trop rentrer dans ces conversations-là parce que je trouve que c'est un terrain un peu glissant parce que les gens ont des chiffres qu'ils ont trouvés à droite à gauche, de ci, de ça, les avocats, c'est pire que le bœuf. Et moi, je dis, bah, en fait, le bœuf, c'est pas de la nourriture. Pas de la nourriture. Donc, ça m'est égal. Il n'y a pas de débat, du coup. Donc, ce qui est assez étonnant, effectivement, c'est les réactions que les personnes ont eues autour de vous, en tout cas les professionnels, en fait, qui font du fromage animal. Effectivement, on se doute que ce serait peut-être pas complètement comme ça en France pour tout le monde. Enfin, il doit y avoir des gens qui sont capables d'être comme ça, mais c'est peut-être pas la généralité. Dans votre entourage, ça s'est passé comment aussi Bien Des difficultés? Je sais pas quel membre de ma famille va écouter ça, mais non, ça s'est pas toujours très bien passé. Mes parents sont devenus véganes, donc ça, c'était... Ah oui, quand même, ça s'est plutôt bien passé, du coup. Pas très facilement, Ah, mais ils sont devenus véganes. Le reste de ma famille... pas très bien. J'ai des cousins desquels je suis proche qui sont végétariens. Ils vont écouter ça, donc il faut devenir végane. Je veux pas généraliser, mais je trouve que c'est beaucoup plus difficile avec les Français et les Françaises même d'avoir ces conversations, en fait. J'ai des amis anglais, j'ai des amis états-uniens, et je trouve que la conversation en général est quand même plus facile. Mais c'est vrai qu'avec ma famille et mes amis français et françaises, ça n'a pas toujours été facile. Après, voilà, avec le temps, les conversations se font ou ne se font pas, mais voilà, ça a fini par aller. Après, c'est vrai qu'autour de nous, pareil, autour de nous, il y a évidemment aussi eu des réactions négatives, hein, je ne veux pas du tout généraliser. C'est vraiment intéressant de voir que, au jour d'aujourd'hui, on a une équipe de 40 personnes et au sein de cette équipe, on a plusieurs fromagers et fromagères, donc qui ont fait de la fromagerie conventionnelle et qui, pour des raisons soit de droits des animaux, soit des raisons personnelles autres, ont décidé de se lancer à faire du fromage végétal avec nous. Et ça, encore une fois, je suis sûre que ça pourrait exister en France, mais voilà, cet intérêt, cette curiosité, moi, je trouve ça vraiment très rafraîchissant. Mais oui. Bon, ce qui est incroyable aussi dans votre histoire, c'est que vous avez quand même inventé une façon, ça existe, il y a d'autres fromageries végétales qui se sont faites, il n'y a pas de problème là-dessus, mais j'ai l'impression que vous avez fait vraiment vos tests à vous, alors en demandant conseil à des fromagers traditionnels, mais vous avez fait vraiment vos tests pour arriver à faire du fromage qui ressemble le plus possible à du fromage. Alors, comment ça se passe, la fabrication de fromage animal ? Peut-être pour commencer, avant de faire un point sur votre façon de faire. Alors moi, j'ai, entre guillemets, abandonné la production très tôt. C'est-à-dire que Freddy et moi, les premières années, on faisait tout, tous les deux. Mais naturellement, je me suis tournée plus vers le marketing et les relations publiques. Donc, je n'ai pas fait de production de fromage depuis très, très longtemps, surtout pas depuis qu'on a vraiment professionnalisé le système. Mais en fait, notre slogan, c'est qu'on réinvente les traditions fromagères. Donc, on n'invente rien. Je pense qu'il faut être très clair. Justement, notre credo, c'est vraiment qu'on utilise un savoir-faire qui est déjà là, qu'on n'a pas inventé, et ça, je pense que c'est important à dire. On l'a adapté au lait végétal. Mais voilà, le processus est le même. Donc, à partir de lait, donc soit animal, soit végétal, on utilise des cultures fromagères. À peu près 50% de cultures qui sont utilisées en fromagerie conventionnelle sont végétales. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est une culture, en fait ? Ça implique quoi ? Alors, c'est une levure, c'est des bactéries donc, qui réagissent à une certaine température, dans une certaine atmosphère, avec une certaine humidité. Et donc, chaque culture, donc pour faire, par exemple, un camembert, on utilise une bactérie, une culture de camembert, avec du lait de vache, conventionnellement. Et ensuite, il faut que ce lait soit fermenté dans une atmosphère, une humidité et une température précise pour que la culture réagisse. Et ensuite, voilà, va en salle d'affinage. Et c'est exactement la même chose pour nous. Donc, on a des produits comme du camembert, de la ricotta. Et comme je disais tout à l'heure, les différences en goût et texture ne sont le résultat uniquement que des cultures et des techniques de fermentation et d'affinage différentes. Exactement comme en fromagerie conventionnelle, on part du même lait et on a des résultats complètement différents grâce à ces cultures et ces techniques de fermentation et d'affinage différentes. Par exemple, la ricotta, comme la ricotta conventionnelle,
est caillé, donc on caille le lait. Exactement pareil pour nos autres produits. On fait aussi des yaourts, une crème fraîche et c'est exactement la même chose. Donc la différence vient de cultures différentes. Et en fait, ce qui est important, c'est que la culture puisse réagir de la même manière qu'elle réagirait avec le lait pour laquelle elle a été faite. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que le profil en termes de matière grasse, de sucre et de protéines soit similaire. Donc, en fait, c'est pas une science entre guillemets très compliquée. Évidemment, il faut avoir le matériel nécessaire, il faut pouvoir avoir des salles d'affinage, de fermentation et d'affinage. Mais c'est un savoir-faire, par chance, qui existe depuis très 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 longtemps, depuis des centaines et des centaines d'années. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est que on apprend des personnes qui eux-mêmes ont appris, donc de fromagères et de fromagers, et on adapte ça à un lait végétal. Alors, avec la noix de cajou, c'est relativement facile, comme je disais, parce que ce lait mimique très bien le lait d'origine animale. On essaye de faire du fromage maintenant à base de lait de lupin. Et là, c'est un petit peu plus compliqué parce que le profil n'est pas exactement le même. Donc là, on a un peu plus de tests à faire, un peu plus de recherche et développement à faire autour de ça. Mais en gros, pour vraiment schématiser, le processus est exactement le même, que ce soit du lait animal ou du lait végétal. C'est aussi pour ça que je trouve ça extrêmement frustrant d'avoir ces conversations sur pourquoi appeler du fromage végétal du fromage, pourquoi ne pas l'appeler du fromage, pourquoi ne pas... Et en fait, qu'est-ce qui fait du fromage ? Si on décide qu'un fromage de lait de vache, un fromage de lait de brebis est le même produit à partir de laits différents, qu'est-ce qui fait un fromage ? Et pour moi, ce qui fait un fromage, c'est vraiment ce savoir-faire. Et la plupart des fromagers et des fromagères, soit à qui on parle, soit qui travaillent avec nous, si on leur demande, ils disent ce qui fait un fromage, c'est travailler avec ces techniques ancestrales de fermentation et d'affinage. Et c'est pas le lait de base qu'on utilise. Ah oui, intéressant. Donc en fait, ce que vous nous dites, c'est que déjà, vous n'inventez rien. Enfin, vous arrangez, vous réinventez peut-être quand même, on peut dire. Et surtout, en fait, vous n'allez pas contre la tradition. Finalement, vous vous servez de la tradition simplement en la mettant au goût du jour. Alors, c'est vraiment très important pour nous et c'est vrai qu'on a commencé avec une approche un peu différente, un peu plus, entre guillemets, agressive, un peu plus anti-fermier, anti-produits laitiers. Et vraiment, on s'est aperçu que, en général, désolé, c'est un peu cucul-à-praline, mais travailler main dans la main, bah, ça donne de meilleurs résultats, en fait. Et c'est la même chose pour les traditions fromagères, en fait. C'est que quand on va en opposition à quelque chose qui est très important pour les gens émotionnellement, je parle du point de vue suisse, bien que je suis française, mais du point de vue suisse, ce qui est très important autour de la fondue, c'est moins le goût de la fondue que s'asseoir avec les gens qu'on aime, partager un moment convivial où on peut parler de notre journée, donner de l'amour, recevoir de l'amour. Et donc, c'est vrai que le message soit « il faut arrêter de faire ça », c'est pas bien. C'est vraiment très confrontant pour les gens. Et ça invite pas au dialogue, ça invite pas au changement. Et proposer des alternatives qui mimiquent évidemment à la fois le goût, parce qu'on sait que le goût c'est très important, mais qui permettent aux gens de garder leur rituel. Je pense que c'est une pièce du puzzle qui est vraiment très importante. Et on voit avec les simili carne à quel point ça peut être important, que les gens ont envie de se faire un burger avec du bacon la vie. Enfin, on sait que c'est important. Et comprenant moi vraiment personnellement l'importance du fromage, c'est important pour moi de pouvoir parler aux gens qui ne sont pas encore véganes et leur dire on ne vous demande pas de tourner votre dos à votre famille, à vos traditions, à vos rituels. On vous demande juste de le faire d'une manière un peu différente pour ne pas faire de mal aux animaux. Et vous êtes là justement pour proposer des solutions et pas laisser les gens sur le carreau, enfin en tout cas dire que c'est possible de le faire. Donc vous disiez que vous étiez très attaché au fromage. Alors au niveau du goût, enfin au niveau en tout cas d'une sensation physique de manque à un moment donné, qui est parti. Est-ce que vous étiez attaché aussi, enfin vous parlez c'est intéressant, vous parlez de communion quoi finalement, de quelque chose de convivial. Est-ce que c'est ça qui fait que le fromage est aussi important en Suisse comme en France en tout cas? Ouais, c'est la convivialité et je pense que c'est comme beaucoup de choses sur le plan alimentaire, enfin sur le plan des habitudes alimentaires, c'est aussi un rapport à la famille, un rapport générationnel. Moi, c'est vrai que j'ai des souvenirs d'aller au marché, acheter du fromage, de voir mon père couper le comté, me donner un bout de comté. Donc c'est aussi tout cet attachement qu'on a aux gens qu'on aime. Et ça, je pense que c'est quelque chose dont on ne parle pas énormément dans le mouvement vegan et antispéciste, mais je pense que c'est quand même à prendre au sérieux. Le fait que quand on demande aux gens, ou qu'on se demande à soi-même, mais qu'on demande aux gens de tourner leur dos à des traditions familiales
qui existe depuis des générations, c'est pas une tâche qui est très facile pour tout le monde. Et je pense qu'avoir la compassion de comprendre que ça peut être facile pour moi ou pour vous, mais pas forcément pour la personne à qui je parle. Je pense que c'est très, très important et quand on parle d'empathie et de compassion pour les animaux, je pense qu'il faut pouvoir le faire avec aussi empathie et compassion envers la personne à qui on parle. Mmh. Oui, et de toute façon, laisser toujours la porte ouverte finalement, c'est ça que vous dites aussi. Exactement, j'étais pas toujours comme ça, j'étais une végane très, très agressive et je m'énerve, je me frustre très, très vite avec les gens. Là, c'est facile parce que voilà, je suis assise et On est un peu entre nous. et on est entre nous. Mais voilà, j'ai pas toujours cette facilité à à avoir de la compassion et à être patiente. Mais dans l'idée, philosophiquement, c'est l'activiste que j'aimerais être. J'aimerais bien qu'on revienne sur un petit point du végétarisme par rapport au fromage. Peut-être que tous les végétariens ne sont pas au courant, en fait, de ce qu'implique la production de fromage pour les animaux qu'on utilise. Est-ce que vous voulez bien nous refaire une vue d'ensemble de ce que implique la production de fromage pour les animaux, aussi bien pour les vaches, les chèvres, les brebis? Je pense que c'est à peu près tout ce qu'on a comme animaux impliqués en Suisse et en France, en tout cas. Mais de toute façon, avec n'importe quel autre mammifère, ce serait la même chose. Est-ce que vous pourriez refaire un petit tour d'horizon de tout ça, notamment les mères et les petits, dont vous avez déjà commencé un petit peu à parler, et puis peut-être la question de la présure, qui est assez mal connue pour la fabrication du fromage? Alors, tout d'abord, ce qui est mal connu, et je m'en rends compte parce que je parle donc souvent en public, j'ai eu la visite d'une classe d'un lycée juste avant de venir à Paris. Et comme très souvent, je dis, les vaches ne font pas de lait, enfin on va dire les vaches, les chèvres, les brebis ne font pas de lait naturellement. Il faut qu'elles soient enceintes ou qu'elles aient un bébé, comme tous les mammifères, pour produire du lait. Et là, je vois les yeux s'écarquiller. Et moi, je me suis rendu compte de ce fait après être devenue végane. C'est-à-dire que je suis devenue végane. Je sais plus combien de temps après, je sais plus comment, j'ai soit lu quelque chose, soit vu quelque chose sur Internet qui disait exactement la même chose. Et pareil, pour moi, c'était vraiment une révélation. J'ai toujours pensé en fait que les vaches grandissent, elles font du lait, on prend leur lait, mais je me suis pas dit, bah, c'est des mammifères en fait. Donc il y a déjà ça, le fait que les vaches doivent être enceintes, donc inséminées artificiellement, qu'elles ont donc à répétition, elles ont des bébés à répétition, donc elles partent à l'abattoir très tôt parce que leur corps n'arrive pas à soutenir ce rythme d'être enceinte tout le temps et d'avoir des bébés tout le temps, que les petits veaux partent aussi à l'abattoir. Et pour la question de la présure, donc, qui est extraite des parois de l'estomac, donc des jeunes ruminants, et qui fait que beaucoup de fromage, tout le fromage qui est caillé n'est pas végétarien de toute façon. Et donc, nous, on a trouvé des techniques de caillage de lait sans présure. Et donc, comme je disais, toutes nos cultures, évidemment, sont complètement végétales. Mais c'est vrai qu'on a cette idée du fromage comme étant un produit végétarien et étant un produit plus respectueux des animaux que manger de la chair animale. Mais déjà, les industries sont les mêmes et ça, il faut bien le comprendre. Et quand je dis industrie, je parle aussi de petites fermes bio. C'est-à-dire que si on élève des animaux pour leur prendre leur lait, quelqu'un, même si c'est pas vous, va manger leur chair. Que ça soit la maman ou que ça soit le bébé. Ils vont finir à l'abattoir de toute façon. Ils vont tous finir à l'abattoir de toute façon. Merci pour ce point qui est très très clair. Et si je peux juste faire un point sur, encore une fois, l'intersectionnalité, le fait que le corps je vais prendre l'exemple des vaches, le corps des vaches, mais de tous ces ruminants, ne nous appartient pas, ne devrait pas nous appartenir, mais ce sont des corps femelles qu'on insémine, on les force à avoir des bébés. Comme je disais, c'est extrêmement traumatique au niveau émotionnel du fait qu'elles ne peuvent pas être avec leur bébé. On les réinsémine artificiellement, c'est-à-dire qu'on fait ça 4 ou 5 fois jusqu'à ce que leur corps n'arrive plus à le faire. Et ensuite, on les envoie à l'abattoir, on envoie leur bébé à l'abattoir. Et ce rapport au corps, je dis femelle vraiment avec des grosses guillemets, hein, mais à ce corps femelle avec lequel on fait ce qu'on veut, en fait, pour moi, c'est une question vraiment intersectionnelle. Il y a une auteure américaine qui s'appelle Carol Adams qui a très très bien écrit là-dessus. Et donc en fait, quand on parle de droits des animaux, on parle de droits fondamentaux en général. Oui, oui, vous avez raison de le rappeler. Et en plus, je trouve que cette image d'insémination artificielle qui est quand même extrêmement répandue, je pense qu'il y a très peu de vaches qui connaissent, on va dire, un taureau réellement. C'est vraiment l'image d'un viol. Enfin, pour moi, il y a vraiment quelque chose. Les fermiers, fermières qui font ça mettent leurs bras tout au long, voilà, récoltent du sperme. Enfin, ils ont du sperme des mâles, donc soit taureau, soit bélier, etc.
et insèrent leurs bras dans le sexe des femelles, qui ne sont évidemment pas consentantes. Enfin, je veux dire, c'est impossible. Sans parler de la façon dont on récolte le sperme des mâles. Enfin, je veux dire, il y a évidemment les Exactement. femelles, mais les mâles sont aussi victimes de ça, notamment dans l'industrie laitière, où en fait les petits veaux mâles partiront forcément à l'abattoir très très jeunes. Éventuellement, les femelles peuvent être gardées pour remplacer les mères. Enfin, bon, ce qui n'est pas forcément beaucoup mieux, mais disons que l'idée qu'on a que en fait, les vaches laitières ou les chèvres laitières ont une belle vie parce qu'elles ne partent pas à l'abattoir est complètement fausse. Il faut quand même le répéter. Et vous avez raison, je pense, de faire le lien avec des luttes féministes. En fait, les corps objectifiés des femmes et des femelles, c'est très lié. Et le fait qu'on ait complètement systémisé cette objectification qui fait qu'on ne la voit même plus, qu'elle est complètement normalisée, qu'on voit des bouteilles de lait, on va au supermarché, on voit des bouteilles de lait. Et c'est un système d'oppression qui est mis en place, c'est une suppression complète de la liberté des corps. Et le fait que ça soit très très peu pris au sérieux au sein des conversations, encore une fois, de droits fondamentaux, de justice sociale, qu'on ne parle pas du fait qu'on est complètement systématisé. C'est cette oppression, cette exploitation de masse des autres espèces. C'est vrai que c'est très difficile à vivre quand on est vegan antispéciste. Oui, j'en profite, vu que vous en parlez, pour rappeler que le livre de Carol J. Adams, La politique sexuelle de la viande, vient d'être réédité. Donc courez-y, parce que c'est un livre fabuleux par rapport aux droits féminins et feméliens, peut-être on peut dire. Alors, puisqu'on parle justement des droits fondamentaux, des droits des animaux, des humains aussi, j'ai envie de poser cette question: comment être efficace? On n'est jamais complètement satisfait ou satisfaite de ce qu'on fait, mais voilà, c'est votre but, j'imagine, d'être la plus efficace possible dans ce que vous avez entrepris à 2 et à plusieurs maintenant, puisque vous avez des salariés. Comment faire converger justement? Comment arriver à ce but, quoi? Alors, je pense qu'il faut vraiment de tout pour faire un monde quand il s'agit d'activisme. Pour moi, personnellement, ça a vraiment changé au fil des années. Mais là, on est à un point, donc je mentionnais le fait qu'on faisait une transition des noix de cajou vers les graines de lupin. Et ça fait partie d'un projet qui est un projet beaucoup plus vaste. Vous avez parlé à Virginia Marcus sur le podcast. J'invite tout le monde à aller écouter cet épisode Épisode 10. qui aide les éleveurs et éleveuses à la transition, donc de l'exploitation animale vers, dans certains cas, l'agriculture végétale. Et nous, on travaille, alors on est très proche de Virginia Marcus, dont on soutient beaucoup financièrement l'association Coexister, mais parce qu'on est en Suisse allemande, on travaille avec un autre organisme qui s'appelle Transformation, eux qui accompagnent, comme Virginia fait, de A à Z, les éleveurs et éleveuses qui veulent se reconvertir. Et donc ça couvre la Suisse et l'Allemagne. On parle d'une centaine d'éleveurs et éleveuses donc, au jour d'aujourd'hui. Et donc nous, on soutient d'un côté financièrement Transformation, donc de manière très claire, en leur donnant de l'argent pour aider ces éleveurs et ces éleveuses. Et le but pour nous, c'est que certains de ces éleveurs et éleveuses fassent pousser des graines de lupin qui sont très bonnes pour le sol, qui sont très régénérantes pour le sol, qui poussent presque partout, donc très très bien en Suisse et en Allemagne, et que nous ensuite on achète ces récoltes et qu'on fasse donc des produits laitiers à base de graines de lupin, donc suisses et allemandes, biologiques. Et donc l'histoire à terme qu'on raconte, c'est que avec les mêmes personnes, sur les mêmes terres, on produit toujours un ingrédient qui pour le coup maintenant est un ingrédient et plus un individu pour faire du fromage. Et donc pour moi c'est une manière vraiment tangible, concrète, de montrer aux gens ce qu'une transition végane à quoi ça peut ressembler. Et ça, je pense que c'est très très important pour les gens. Je pense que vous comme moi entendez très souvent des gens dire mais à quoi ressemblerait un monde végane? Qu'est-ce qu'on va faire de toutes les vaches? Qu'est-ce qu'on va faire de tous les animaux? Et c'est vrai que à titre individuel, à titre de ces fermes précises, voir que le changement est à la fois possible, mais il est aussi bénéfique pour les gens, c'est-à-dire que l'industrie laitière, enfin les fermes laitières reposent énormément sur les subventions gouvernementales. C'est des conditions de travail qui sont très difficiles. Alors évidemment, c'est horrible pour les animaux, hein, mais c'est aussi très difficile pour les humains qui travaillent sur ces fermes. Et ça, je pense qu'il faut aussi pouvoir le prendre en compte, ce qui pour moi était impossible à prendre en compte il y a même quelques années. C'est-à-dire que pour moi, il n'y avait qu'une victime, et la victime, c'était l'animal, et l'humain, c'était l'oppresseur.
Et je pense que les lignes sont un tout petit peu plus floues que ça. C'est souvent des gens qui ont fait ça sur plusieurs générations, qui ont hérité d'une ferme, comme je disais, qui se reposent vraiment sur des subventions, qui sont pas très riches. Et dans énormément de cas qui ne prennent pas plaisir à exploiter les animaux. Et ça, je pense que c'est très important à dire. Quand on parle à des gens qui ne connaissent pas vraiment la réalité de l'exploitation animale, dans ce cas-là de l'exploitation laitière, on entend des choses comme les vaches sont heureuses, notamment en Suisse, les vaches sont heureuses, en Suisse sur les pâturages, tout ça. Mais quand on parle aux gens vraiment qui travaillent avec les vaches, qui exploitent les vaches, très 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 souvent, ces gens, on n'a pas besoin de leur expliquer que c'est horrible ce qui arrive aux vaches. C'est-à-dire qu'on leur dit, si on commence à leur faire le speech de les bébés, machin, eux, ils le savent, ils entendent les vaches pleurer, littéralement. Les vaches pleurent, les vaches crient, les bébés pleurent, les bébés crient. Eux, en général, il ne faut pas les convaincre, en fait. Et donc, encore une fois, c'est comme donner une solution aux gens. C'est comme dire aux gens, vous pouvez garder vos rituels, vous pouvez garder vos traditions. En version végétale, c'est la même chose. C'est dire à ces gens, on n'est pas juste là pour vous dire que vous êtes des mauvaises personnes et que vous faites des choses horribles. On est là pour vous offrir une solution. À la fois financière, ce qui évidemment est important, mais je pense vraiment plus que tout, vraiment une solution d'accompagnement avec vraiment un composant humain, ce que fait encore une fois très très bien Virginia Marcus, qui est vraiment capable de connecter avec les gens, de leur donner du respect, de ne pas arriver avec une approche de jugement. Et ça, au jour d'aujourd'hui, pour moi, et je pense pour New Roots, c'est vraiment le but, c'est vraiment la ligne à suivre, c'est créer du dialogue entre les éleveurs-éleveuses et les véganes, expliquer des deux côtés notre expérience de vie, c'est-à-dire pas seulement nous leur expliquer c'est comme ça la vie, c'est comme ça qu'il faut traiter les animaux, mais aussi les écouter et leur dire on a une solution qui est meilleure pour tout le monde et on a vraiment des résultats absolument incroyables. Et donc nous, faire du fromage avec ces graines de lupin et raconter cette histoire, donner un exemple concret aux gens, donner un vrai espoir aussi concret aux gens, à la fois pour le droit des animaux, à la fois pour la planète, vraiment avoir des vraies solutions. Et ça, pour moi, c'est en plus de l'activisme évidemment que je fais, je parle évidemment de droits des animaux, je parle évidemment de droits humains autour de moi. Grâce à New Roots, j'ai beaucoup de plateformes sur lesquelles parler. Mais cet exemple concret, moi, personnellement, je pense que c'est l'avenir de mon activisme. Et ce qui est super dans ce que j'entends, enfin moi j'ai beaucoup entendu des agriculteurs éleveurs notamment dire déjà qu'ils aiment leurs animaux et que en fait leur mission presque dans la vie, c'est de nourrir les gens. Et finalement ce que vous proposez, c'est une façon pour eux de continuer leur mission au monde, mais de façon éthique. En fait, ça va dans le même sens, quoi. Exactement. Et c'est aussi restaurer le respect pour beaucoup de ces personnes-là. Devoir se reposer sur les subventions, c'est vraiment pas quelque chose qui leur apporte du respect envers eux-mêmes, envers leur profession. Donc il y a aussi cette idée de je fais pousser des ingrédients qui vont être, encore une fois, qui vont être utilisés, qui vont nourrir les gens, mais je fais quelque chose qui est bon pour les sols, qui est bon pour la planète, je ne cause pas de souffrance. Et je pense que ça, c'est aussi très très important. C'est aussi crucial pour ces gens-là de respecter ce qu'ils font et de sentir que les gens respectent ce qu'ils font aussi. Et encore une fois, ce clivage énorme entre les véganes et les éleveurs, je pense que ça nuit à tout le monde en fait, mais je pense que ça nuit vraiment à notre mouvement. Moi, j'étais la première à les voir comme des grands méchants loups, mais en fait, c'est des êtres humains. C'est des êtres humains qui ont des sentiments comme nous, qui ont des émotions comme nous, et à qui on peut parler comme des êtres humains, et avec qui on peut aussi réfléchir à des solutions. Voilà, je pense que restaurer ce dialogue, ça devrait être une priorité vraiment de notre mouvement. Est-ce que vous savez si certains de ces éleveurs, anciens éleveurs qui se reconvertissent, gardent certains animaux avec eux ? Est-ce que c'est possible déjà financièrement ? Parce qu'une vache, je sais que ça doit coûter très très cher, surtout si elle ne rapporte rien, ce qui n'est pas trop la logique à la base dans le milieu paysan. Mais là, est-ce qu'il y en a qui continuent d'avoir finalement cette relation ? Parce que s'ils disent qu'ils aiment vraiment les animaux, après tout, est-ce qu'ils n'auraient pas envie de garder cette relation-là ? Il y en a beaucoup. Alors, il y a beaucoup de profils différents. Il y en a beaucoup qui décident de garder au moins quelques animaux. Il y a des gens, ça dépend des caractères, hein. Il y a des gens qui se rendent compte du jour au lendemain qu'ils ne veulent plus faire ça, que c'est pas éthique, et qui décident qu'ils peuvent pas garder leurs animaux justement parce que ça coûte trop cher, et donc ils les donnent à des sanctuaires, enfin qui trouvent des sanctuaires pour reloger leurs animaux. Il y en a qui décident tristement de continuer à élever les animaux qu'ils ont jusqu'à ne plus avoir d'animaux et ensuite faire autre chose. Et il y en a qui décident de garder soit tous leurs animaux jusqu'à ce qu'ils meurent de mort naturelle, encore une fois s'ils ont les moyens, s'ils ont la place.
Et donc nous, financièrement, encore une fois, on aide, peu importe la solution que les gens veulent suivre. Il y a notamment 4 sanctuaires autour de nous, donc dans le canton de Berne et proche du canton de Berne, qui ont fait la transition. Et 3 de ces 4 ont gardé leurs animaux. Parce que justement, je pense qu'ils les aiment. Et ça, c'est pareil. Moi, il y a quelques années, je sautais au plafond quand j'entendais les éleveurs dire j'aime mes animaux, mais je les envoie à l'abattoir. Alors, je saute quand même toujours au plafond, hein, j'avoue. Je pense que c'est une définition de l'amour qui est peut-être un peu biaisée. Mais avoir maintenant ces ex-fermiers avec leurs animaux, donc qui ont maintenant un rapport d'égalité, il y a vraiment de l'amour. Et je pense que cet amour existait déjà, mais les circonstances faisaient que voilà, ça pouvait pas fleurir, on va dire, comme ça aurait dû. Mais il y en a beaucoup qui continuent à vivre avec leurs animaux, bien que ça coûte très cher, mais qui ont vraiment un rapport magnifique aux animaux. Il y a un sanctuaire qui est vraiment pas loin de New Roots, auquel on va souvent avec notre équipe. Et c'est vrai que c'est magnifique de voir la relation à leurs animaux et de voir que voilà, cet amour a abouti à quelque chose vraiment de pacifique. Maintenant, ils sont autorisés, presque ils se l'autorisent peut-être à vivre cet amour pleinement. Exactement. Et c'est donc un sanctuaire, enfin c'est des anciens éleveurs qui ont fait un sanctuaire. Exactement. Donc voilà, il y en a 3 donc, sur 4 qui, eux, ont décidé d'en faire un sanctuaire et donc qui, encore une fois, comme l'association Coexister, qui fonctionne avec des dons. Souvent, il y a des classes qui viennent rendre visite à New Roots et au sanctuaire qui est le plus proche de nous, donc en une journée. En général, on a des appels de parents qui sont pas contents le lendemain en nous disant mon enfant ne veut plus manger de produits d'origine animale. Ah ouais. Mais c'est vrai que ça fait pour moi en fait, comme je dis toujours, la boucle est bouclée en fait. Quand on voit que les humains et les animaux peuvent vivre comme ça en coexistence et qu'on peut garder nos produits qu'on aime tant, mais de manière végétale, c'est vrai que quand on a un esprit logique, un esprit un peu innocent et logique d'enfant, on se dit ouais en fait j'ai plus envie de faire le truc qui fait du mal aux vaches. Ça, c'est de l'efficacité. Et il s'appelle comment ce sanctuaire ? Il s'appelle Broefhof. Et concernant les subventions, vous dites que les agriculteurs vivent beaucoup de subventions. En fait, ils sont très précaires, disons-le, la plupart. Du coup, là, quand vous leur proposez de transitionner vers la culture de lupin, ils n'ont plus besoin de ces subventions, c'est ça ? Il y a quelque chose de... Alors déjà, il n'y a pas de subvention déjà. Ok. C'est un produit qu'ils peuvent revendre, qui a, entre guillemets, de la valeur sur le marché. Et en plus, avec nous, ils savent qu'ils ont déjà un acheteur de base. Donc, de toute façon, nous, on achète du lupin bio au prix du marché. Mais oui, c'est un produit qui n'est pas subventionné comme le lait. Donc, il y a une vraie valeur. Donc, ils peuvent revendre à sa vraie valeur. Oui, donc là, c'est vraiment un système court, quoi. Parce qu'ils passent directement par vous, et même quand ils vendent à d'autres entreprises, c'est système court. C'est ça l'idée, donc ça leur rapporte forcément, puisque c'est au vrai prix. Ouais, et c'est vraiment fermer une chaîne de valeur à très courte échelle. Bon, ce que je vois dans tout ce que vous nous dites depuis tout à l'heure, avec toutes ces démarches qui sont les vôtres, et notamment les démarches très inclusives avec les autres humains, notamment les agriculteurs et les anciens éleveurs, l'écoute, le dialogue, finalement, vous avez gardé vos valeurs premières d'avant d'être végane. Donc, en fait, on reste dans cette idée de justice sociale. Finalement, même dans votre démarche actuelle, on pourrait dire les véganes, ils s'en foutent des humains. Mais c'est pas le cas et vous le prouvez comme ça. Ouais, pour moi, cette interconnexion des luttes, c'est vraiment un point très important dans ma démarche. Comme je disais, j'ai fait beaucoup de travail avec des personnes incarcérées. Encore une fois, le modèle se réplique à l'infini entre les humains et les animaux. Ces animaux sont aussi incarcérés. Je trouve que contrairement à ce que je pensais à l'époque, le pas entre le droit des humains et le droit des animaux est vraiment très, 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 très petit. J'ai presque envie de dire qu'il n'existe pas, en fait. Tout est interconnecté. Et en fait, je trouve ça très facile et très logique d'avoir un message cohérent. Et c'est notamment une des raisons de mes frustrations dans le monde de l'activisme en général. C'est à quel point les activistes pour le droit des êtres humains ont du mal à accepter que les animaux sont aussi des individus. Alors, évidemment, pas tous, mais dans beaucoup de cas, je me retrouve dans des conversations où les gens sont absolument convaincus que les femmes sont l'égale des hommes, que les personnes LGBTQ+, devraient avoir les mêmes droits. Mais la limite, la frontière, c'est toujours l'espèce.
Et je trouve ça très difficile à accepter, étant quelqu'un, encore une fois, qui ne vient pas d'un background de trouver les animaux mignons, mais qui vient vraiment d'un background de, voilà, tout le monde devrait avoir les mêmes droits, la discrimination à aucun niveau n'est acceptable. Et j'ai trouvé ça, entre guillemets, tellement facile d'accepter le fait que cette frontière imaginaire et arbitraire est extrêmement injuste, que c'est vrai que j'ai du mal à accepter que ce message soit si peu entendu dans le milieu de la justice sociale pour les humains. Est-ce qu'il y a, vu que vous avez fait des études de sociologie, est-ce qu'il y a des mécanismes peut-être en sociologie, j'y connais vraiment pas grand-chose, mais qui vous rappellent que c'est peut-être pour ça que les gens ont besoin de, je sais pas moi, se sentir supérieur peut-être? Il y a peut-être un besoin de se sentir supérieur. Je pense que je comprends les raisons sociologiques, mais je me dis que c'est pas d'assez bonnes excuses en fait pour, pour continuer à s'opprimer les uns les autres. Je comprends les mécanismes, mais encore une fois, j'ai envie que les gens aient des standards plus hauts que ces faits sociologiques basiques, en fait. C'est un peu la logique de la nature humaine, c'est de se tuer les uns les autres et de se violer les uns les autres. C'est un peu cette même logique, en fait. De oui, il y a toujours des raisons pour les choses, on peut trouver des raisons biologiques pour n'importe quoi, mais c'est pas une assez bonne excuse, en fait. Oui, il y a des raisons sociologiques, je les ai étudiées, je les connais, je parle aux gens, je les reconnais, mais en même temps, je pense qu'on peut faire mieux en 2025. Effectivement. Et est-ce que ça passerait justement par les enfants? Puisque vous avez parlé tout à l'heure des visites que vous faites, les visites scolaires. Est-ce que c'est par là que ça peut vraiment prendre de l'ampleur? Peut-être, j'espère. J'ai l'impression qu'à chaque fois, les nouvelles générations font un pas en avant envers la justice en général. Donc, j'espère. C'est évidemment difficile parce que les enfants n'ont pas complètement leur libre arbitre et que, comme je le disais, quand on a des classes, notamment des petits-enfants qui viennent nous rendre visite, on a souvent des parents pas contents. On a aussi des parents contents, hein, mais on a des parents pas contents qui nous appellent pour nous dire que leurs enfants ne veulent plus manger de produits d'origine animale ou que ça les fait pleurer de voir des produits d'origine animale dans leurs assiettes. Donc c'est un peu difficile parce que les enfants, ils peuvent pas forcément faire leur propre choix sur le moment, mais voilà, j'espère que ça plante une graine et que ça va faire une nouvelle génération de gens qui sont un peu plus sensibles à la cause animale. Merci beaucoup. On a 2 questions rituelles dans le podcast. La première, c'est est-ce que vous auriez une recette à nous partager, une recette facile, végétale à nous partager? Et si vous n'en avez pas, ou vous pouvez faire les deux, nous conseiller un endroit où vous aimez aller manger. Alors, je vais commencer par l'endroit à aller manger. Donc là, on est à Paris. Je ne vis pas à Paris, mais j'ai vécu à Paris très longtemps. Moi, j'adore Jaja. C'est vraiment mon endroit préféré. Donc, je le recommande très, très vivement. Jaja, c'est un... Vous pouvez nous dire ce qu'ils font là-bas? Donc, c'est un restaurant complètement végétal jamaïcain qui est vers Château-d'Eau et qui est vraiment exceptionnel. C'est l'endroit, dès que j'arrive à Paris, je cours chez Jaja. Et une recette, alors je vais donner une réponse un peu nulle, mais j'adore toutes les recettes qui sont sur le site de New Roots et je dis ça sincèrement parce que c'est moi qui les choisis, je travaille avec des chefs, donc je choisis les chefs qui font les recettes. Et voilà, j'adore tout ce qui est tiramisu, cheesecake et on a des super recettes et c'est pas grave si vous n'utilisez pas les produits New Roots, il y a des super produits... d'autres super produits laitiers végétaux, mais on a des très bonnes recettes. Ok, on note. Et puis, est-ce que vous avez un dernier mot ou un message pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Je pense qu'on vit dans un monde qu'on sent tous et toutes de plus en plus, qui peut être un petit peu effrayant, notamment pour les minorités de ce monde. Et je pense que vraiment la gentillesse et la compassion peuvent changer le monde. Et je le dis sincèrement, et ça vient d'une personne qui est quand même relativement sceptique et pessimiste, mais je pense vraiment que si on pouvait être gentils les uns avec les autres, que ce soit dans notre espèce ou les autres espèces, on pourrait vraiment changer le monde. Merci énormément, Alice. Merci beaucoup. Alors, chers auditorices, on passe au végétal tout en gardant le goût et la convivialité? Si vous avez besoin d'aide, si vous vous posez des questions, il y a tellement de ressources. Écrivez-moi ou postez un commentaire et je me ferai un plaisir de vous aider ou de vous orienter. Et pour celles et ceux qui ont déjà passé le cap, dites-moi ce qui a été le plus dur à arrêter pour vous ou le plus simple. Si cet épisode vous a plu, partagez-le sur les réseaux, mettez des étoiles dans Apple Podcast ou Spotify ou des pouces sur YouTube et laissez-moi surtout vos avis et commentaires. À très vite!